déjeuner. On n'écrira pas ça. Parce que je n'ai pas pris de café. Tu veux prendre un café? Ça va. Donc t'as combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Oui, du coup, c'est dans le cadre de mon master à Dauphine. Et le sujet, je voulais qu'il tourne autour de l'entrepreneuriat social. Et alors, c'est pas forcément ma problématique, mais la question va être autour de partenariats entreprises privées, entrepreneurs sociaux. Est-ce que ça peut être source d'innovation? Voilà. Donc, j'ai un certain nombre de questions à te poser. Donc, on fera comme si je te connaissais pas. Parce que l'idée, c'est que je vais interroger des gens de chez Chanel, mais pas que, aussi d'autres entreprises qui sont lancées dans ce type de partenariat, des entrepreneurs sociaux, des incubateurs et aussi des collaborateurs, si j'arrive, pour avoir un peu les différents points de vue. Voilà. Alors, je voulais commencer en te parlant de toi, de la structure dans laquelle tu travailles. Est-ce que tu peux me décrire la structure dans laquelle tu travailles, son objet, un peu l'organisation, sa taille, voilà, très brièvement. Bien sûr, donc je suis Myrène Bengoa, je suis la déléguée générale de la Fondation Chanel, dont je m'occupe depuis sa création en 2011. C'est une fondation philanthropique à vocation sociale qui œuvre pour l'empowerment des femmes et des filles et qui agit aujourd'hui dans 35 pays. Nous soutenons des projets associatifs, mais également des entreprises sociales qui ont vocation à développer l'accès des femmes à l'emploi, également à la santé, faciliter leur formation professionnelle, leur formation continue, permettre également d'améliorer leur capacité de leadership, de participation et finalement aussi de faciliter l'intégration par la voie du sport et de la culture. C'est bien, tu as répondu déjà à pas mal de questions en une. Donc dans les types de partenariats mis en place, tu m'en as déjà parlé, et les thématiques et les personnes avec lesquelles tu travailles, enfin les structures avec lesquelles tu travailles, à l'origine qui à l'origine a pris la décision de lancer ces partenariats? C'est venu de quoi? Quel était l'objectif? Alors, la création même de la fondation a été décidée par le leadership de la Maison Chanel afin de structurer le mécénat autour d'un objet commun. Et depuis cette création de fondation, nous avons choisi des partenaires de différentes natures, des ONG, des associations locales, des réseaux, afin de comprendre les synergies qui peuvent exister dans ce type de partenariat. Est-ce qu'il y avait des attentes particulières quand tu disais le leadership a décidé de créer ça, quelles étaient à l'origine? Est-ce qu'il y avait je sais pas, des croyances, des convictions L'entreprise avait longuement mûri cette réflexion et avait choisi de s'engager sur une cause unique et non pas d'avoir plusieurs piliers d'action sociale. Donc l'action unique, elle tourne autour de la participation et de l'indépendance des femmes et des filles dans le monde. Derrière cet engagement très général, il y a de très nombreuses stratégies d'intervention et donc la décision, elle n'a pas été prise au démarrage. Nous avons beaucoup expérimenté et ça fait partie des convictions qui se sont forgées au fil du temps. C'est que non seulement c'était un objectif qui était pertinent et qui avait été fixé au départ, mais également que dans sa traduction concrète, en partenariat, en soutien à des projets de terrain, l'entreprise non seulement y a vu une véritable corrélation avec ses valeurs et avec l'engagement qu'elle souhaite porter dans sa politique RSE également pour l'avancement des femmes dans la société. Tu parlais de valeurs de Chanel, ça résonne justement, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ça résonne, non? Avec quelles valeurs de Chanel ça résonne? C'est très intéressant parce qu'on en retrouve de très nombreuses. On pense bien sûr à l'indépendance économique des femmes, puisque la fondatrice Coco Chanel a démontré par son exemple qu'elle était évidemment une femme entrepreneur et qu'elle a lutté toute sa vie pour être parfaitement indépendante et faire ses choix. Donc cette valeur-là du travail comme vecteur d'indépendance des femmes est très très important, mais également la quête de l'excellence. Le choix de faire de l'accompagnement qualitatif relève évidemment de l'éthos aussi d'une maison de luxe, de ne pas s'engager sur des partenariats superficiels, mais au contraire de s'engager dans la durée, de travailler avec des partenaires sur lesquels, bien sûr, nous exerçons au départ une sélection assez importante, mais avec lesquels nous allons entrer dans une relation de confiance durable et surtout qui est réciproque.
C'est très important pour la fondation de ne pas être dans une posture de bailleur abstrait, mais réellement d'accompagner les porteurs de projets à la fois dans leur démarche pratique, technique, mais aussi dans le renforcement de leur structure et leur capacité d'action future. Est-ce que tu peux me parler des évolutions depuis le démarrage de la fondation ? Nous entrons actuellement dans la 3e phase de développement de la fondation. Je dirais que dans les premières 5 années sur le premier plan stratégique, nous avons eu la chance d'être offert une plateforme un peu d'expérimentation. Nous avons pu lancer un certain nombre de partenariats de nature très diverse, que ce soit en France ou à l'international, notamment dans des pays en développement, dans lesquels les problématiques des filles et des femmes peuvent être très différentes, d'accès à la santé, d'accès même à leurs droits. En 2015, nous avons fait le bilan pour réaliser que près de 22 000 femmes avaient été atteintes grâce à notre soutien et qu'il fallait faire mieux, il fallait faire plus. Et à ce titre, l'entreprise a souhaité renforcer sa fondation pour qu'elle puisse agir d'une part plus largement en Europe, avec une implication dans d'autres pays de l'Union européenne, et l'ouverture d'une fondation basée aux États-Unis qui, elle, agit sur tout le territoire américain avec le même objectif solidaire et bien sûr renforcer aussi notre présence à l'international, ce qui nous porte aujourd'hui à une intervention dans plus de 30 pays. Est-ce que dans ta structure, il y a une personne, une fonction qui est identifiée pour... Tu m'as parlé de relations avec les entrepreneurs sociaux, entre autres. Est-ce qu'il y a une personne qui est identifiée pour suivre ces partenariats ? On n'a pas choisi de segmenter le soutien aux entreprises sociales de manière spécifique. Ça pourrait être le cas dans le futur, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a bien réalisé au fil des partenariats de ce type de structure que ça requiert d'abord une vision à plus long terme que certains projets solidaires qui peuvent être mesurés sur du 2 à 3 ans. Une entreprise sociale qui se crée ou qui passe à l'échelle a besoin d'un accompagnement dans la durée. Et également d'un accompagnement beaucoup plus resserré du leadership, puisque très souvent des entreprises sociales sont portées par une personne charismatique ou une personne fondatrice qui a non seulement la vision, mais qui porte réellement l'engagement du projet. Donc à ce titre-là, qui est très puissant, mais qui peut aussi être vulnérable. Surtout quand il s'agit de femmes leaders, on se rend compte qu'elles ont une tendance assez fréquente à manquer de temps pour aller chercher du soutien technique, de l'accompagnement, voire des financements, pour les aider dans leur démarche. Et que le risque principal au bout d'un certain nombre d'années, et a fortiori quand le projet marche bien, c'est même de les voir s'épuiser à cet effort. Donc l'entrepreneuriat social, c'est déjà dantesque, c'est déjà très difficile d'arriver à un modèle économique qui tourne. On y croit, on est tellement convaincu que dans l'économie de demain, l'entreprise sociale a plus que sa place. Par contre, on est bien conscient aujourd'hui à la Fondation qu'avec l'appui de subventions qui sont basées sur du don, et pas seulement de l'investissement financier en capital, nous avons un rôle à jouer dans le soutien et l'accompagnement du ou de la leader, mais également dans le renforcement de la structure elle-même, peut-être en leur donnant aussi en mécénat de compétences, grâce à l'appui des collaborateurs Chanel, des moyens de penser leur business plan, de raisonner sur le long terme sur leur stratégie de communication, de marketing par exemple, en s'appuyant sur bien sûr des techniques très largement éprouvées dans des grandes sociétés comme la nôtre. Alors, tu disais que l'entrepreneuriat social a sa place aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi et à la limite quelle différence aussi tu vois entre ces deux structures, entrepreneurs sociaux et entreprises privées, et qui pourrait expliquer peut-être une complémentarité. D'accord. Une entreprise privée qui a une vocation purement commerciale et lucrative va construire son activité d'abord autour d'un cadre légal qui est celui du droit commercial, donc va être moins contrainte que certaines entreprises sociales qui, elles, vont devoir se dédoubler dans leur mode d'organisation entre la recherche
d'un relatif profit économique sur un business model qui tienne la route, avec également des impacts sociaux, environnementaux ou autres, hein, quelle que soit l'ambition de cette entreprise sociale, sur lesquels d'abord il est moins évident de mesurer immédiatement les effets, mais surtout qui parfois s'alignent sur des réalités sociales et voire légales différentes. Je peux donner l'exemple des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion telles qu'elles existent en France, hein, c'est un cadre assez unique, on ne retrouve pas ce modèle ailleurs. Eh bien, elles s'alignent sur le fait qu'il existe des contrats aidés en France qui permettent à des personnes très éloignées de l'emploi de se réinsérer par une activité économique plutôt que de toucher des allocations chômage. Donc c'est très intéressant d'explorer ces différents modèles. D'abord sur le parti pris que quand quelqu'un travaille, eh bien, sa dignité est restaurée. Et, il a vraisemblablement, et c'est le cas surtout des femmes en grande vulnérabilité, besoin d'être encouragé à retrouver l'estime de soi, à reconquérir des compétences peut-être oubliées, voire d'en acquérir de nouvelles pour s'aligner sur le marché du travail et faire en sorte que des opportunités soient données à tous les maillons de la chaîne, à des personnes qui ont quitté une activité économique trop tôt ou n'ont pas pu terminer des études, ou d'autres qui ont vécu malheureusement des obstacles dans leur vie et qui se doivent aussi de pouvoir gagner leur indépendance financière. Mais ceci doit être fait dans le respect absolu et je crois que le principe de l'entreprise sociale, c'est de plus en plus le cas dans les entreprises de l'économie classique, mais je pense que l'entreprise sociale, elle part quand même d'un présupposé qui est qu'elle s'inscrit dans une logique de l'organisation de la société qui doit être vertueuse. Qu'elle soit dans l'économie circulaire ou qu'elle soit avec pour intention, admettons, de rompre l'isolement ou d'apporter des solutions aux personnes les plus vulnérables, voire de corriger des effets néfastes dans un secteur, par exemple industriel ou commercial, pour réduire la pollution ou réduire les impacts environnementaux. Eh bien, toutes ces solutions qui sont apportées via l'entrepreneuriat social doivent être encouragées, mais il faut bien cerner que par rapport à une entreprise classique, elle requiert un accompagnement, voire des investissements synchronisés qui ne sont pas si faciles à trouver dans le cadre bancaire pur et classique. Et c'est pour ça que beaucoup de ces entreprises sociales se tournent vers la philanthropie, qui détient des moyens qui sont déconditionnés d'une relation de prêt ou déconditionnée de garantie, de ressources, etc. Une fondation comme la nôtre s'engage dans un appui à une entreprise sociale, surtout le volet qui n'est pas financé par les autres. L'accompagnement social en particulier, faire en sorte par exemple qu'il y ait des éducateurs ou qu'il y ait une assistante sociale à disposition sur un chantier d'insertion. Ce n'est pas un poste qui est facile à financer par une structure qui ne génère déjà pas beaucoup de profit. Voilà. Et aussi tous les éléments dont on parlait précédemment, qui sont l'accompagnement un peu en soft skills du leader et de son encadrement, parce qu'il ne faut jamais non plus tout miser sur la même personne, et s'assurer que ce sont des structures qui grandissent de manière harmonieuse. Je crois que vous faites aussi un truc, c'est la mise en relation entre les différentes organisations que vous accompagnez, et ça aussi, c'est quand tu dis... Oui, on crée beaucoup de passerelles, parce que le réseau... Tout à fait. La porosité entre les organismes qui sont créés sur la base d'une association ou les organismes qui sont basés sur une vocation semi-commerciale ou commerciale, elle commence à s'estomper. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le secteur large de l'ESS, c'est qu'il y a des hybridations de modèles de plus en plus fréquentes. On parle même à venir de fondations qui pourraient être détentrices d'entreprises. Donc on n'a plus une scission aussi évidente entre... le mécénat d'un côté, les investisseurs de l'autre. Beaucoup de fondations commencent à s'intéresser à l'investissement d'impact, qui serait le moyen d'utiliser des ressources financières autrement que par du don, en investissant en capital ou en dette pour soutenir ces structures à un certain stade de leur développement, autrement que par de la subvention pure. Donc les frontières s'estompent. Néanmoins, c'est encore très mouvant. Les frontières sont pas du tout établies encore aujourd'hui. Entre, d'une part, les modalités de financement, mais aussi, surtout, les modalités d'accompagnement de ces structures, parce que l'argent fait vraiment pas tout. Si on revient à ces partenariats, il y a plusieurs parties prenantes qui
tourne autour de ça. Est-ce que dans l'exemple de la fondation, tu en verrais qui ont été actives dans la réussite du projet? Et est-ce que tu verrais des motivations au fait qu'elles aient été actives d'abord, voilà, et d'autres qui ont plutôt freiné, sur lesquelles... J'ai pas bien compris. Dans la réalisation des projets, est-ce que tout s'est toujours super bien déroulé pour la fondation, ou est-ce que tu as vu des résistances à la mise en place de ces partenariats avec des entrepreneurs sociaux ou autres? Oui, alors est-ce que c'est très fluide? Ce qui est formidable dans un laboratoire comme le nôtre, c'est qu'on a évidemment eu des échecs, on a évidemment eu des difficultés, et je pense qu'au contraire, ces échecs et ces difficultés peuvent servir énormément dans l'apprentissage et la compréhension du secteur et de ses besoins. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Je peux en citer. Dans l'entrepreneuriat social, il y en a un qui vient immédiatement à l'esprit, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Moineau 91, un projet d'entreprise sociale d'insertion basé dans l'Essonne, qui faisait du recyclage de pain sec pour en faire de la nourriture animale, de l'alimentation, et qui créait des postes de travail pour des personnes en insertion, et en particulier des femmes. Ce projet a été porté par une femme et avait énormément remporté de soutien et extrêmement bien vu et très efficace. Or, le pilotage, comme pour n'importe quelle start-up, s'est vu entravé à un moment donné, indépendamment de la fondation, qui, elle, accompagnait le volet social pur, d'une difficulté de gestion qui s'est soldée par une très grosse difficulté de la structure qui a obligé à fermer ses portes. Donc là, je dirais que le partenariat, il a été bloqué, non pas par une mauvaise exécution de l'action proposée et soutenue par la Fondation, mais de manière beaucoup plus générale, parce que la structure elle-même n'a pas su tenir sa ligne, n'a pas pu tourner ses objectifs, pour plein de raisons sous-jacentes, qui sont notamment celles de l'épuisement professionnel de l'entrepreneur social en question. Et aussi du déficit d'accompagnement des structures locales, type... je ne connais même pas les noms, mais c'était pas France Active, c'était la DAL ou DLA, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, ça pour nous c'était un bel apprentissage, typiquement pour dire on ne prend pas à la légère ce type de partenariat, il faut y dédier du temps et s'assurer qu'on prend un peu le pouls du projet beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait faire pour, par exemple, un projet d'aide humanitaire en Afrique, dont on sait qu'ils ont l'habitude de le mettre en place, c'est une grosse structure, ils ont rodé déjà le mécanisme. Là, on est sur de l'innovation et réellement un ajustement en temps réel aux conditions du marché et aux conditions industrielles de fabrication et ou de management. Et à ce titre-là, c'est tout aussi fragile que n'importe quel business qui se crée. Voire plus, puisqu'on a bien vu que les injonctions sont parfois contradictoires entre garantir un impact social ou environnemental et le fait de quand même générer un modèle économique qui soit viable. Je vais passer comme tu n'as pas beaucoup de temps, je vais passer à la question de... Moi, j'en ai une de l'autre côté. On parlait innovation. Est-ce que tu pourrais me donner une définition de l'innovation pour toi? C'est amusant parce qu'on doit chercher toujours à être innovant quand on définit l'innovation. Sans tourner autour du pot, je pense qu'il faut simplement définir comme innovation toute chose qui n'a pas été créée ailleurs avant et qui répond à un besoin contextuel. Parce que ce qu'on innove en banlieue parisienne a peut-être déjà été fait en banlieue new-yorkaise, ou a peut-être déjà été testé ailleurs, mais on va le considérer comme une innovation parce qu'appliqué dans ce contexte, ça répond à un besoin nouveau, ça n'a pas été vu ou réalisé avant. Mais d'où l'importance dans l'ère de l'information généralisée de se documenter, d'être constamment en veille, à la fois pour benchmarker et savoir ce qui existe déjà. J'ai appris l'autre jour que Doctolib, qui est quand même une superbe start-up française, c'est quand même la seule au monde à avoir inventé le concept de mise en relation patient-docteur. Avec une autre structure qui est un peu concurrente, et maintenant ils vont fusionner, donc ils vont devenir la plus grosse structure européenne de mise en relation patient-docteur. Ça paraît une idée extraordinairement basique. Oui. Il y a des docteurs, il y a des patients, prise de rendez-vous. Et ben, il se trouve que le gars, en l'occurrence qui a inventé ça, a eu une vraie vision. Il a su mettre en œuvre son modèle économique, ça tourne, il a monté son système et aujourd'hui c'est potentiellement une des startups qui va lever le plus de fonds en France dans les années à venir. Donc
C'est passionnant de voir que... Et l'idée, elle n'est pas sociale à la base, mais elle est sociétale, dans la mesure où elle répond à un besoin des gens. Ouais, absolument. La problématique de trouver un pédiatre au coin de la rue ou pas trop loin quand on a un enfant malade. C'est dramatiquement simple. Ça fait gagner du temps aussi. Et non seulement ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, ça remplit les cabinets médicaux, trucs. Par contre, ça a un défaut, c'est que ça détruit les postes de secrétaire médical. Il y a forcément toujours un downside. Hein. Bon. Après, elles peuvent se reconvertir en VRP de Doctolib dans le périmètre médical alentour. Mais on a d'autres... Il faut être créatif. Donc l'innovation pour moi, c'est répondre à un besoin à un moment et à un endroit donné. Et en le faisant, évidemment, d'une façon rationnelle, environnementalement soutenable et qui répondent à des attentes. Voilà. Très bien. On en a un peu parlé, mais justement dans ces partenariats, il y a entreprises privées, entrepreneurs sociaux ou fondations entrepreneurs sociaux. Pour toi, en quoi c'est source d'innovation ? Je pense que c'est d'entretenir la porosité entre ces deux univers qui avant ne se parlaient pas du tout, pour réaliser qu'il y a beaucoup de similitudes dans les challenges qui sont rencontrés, de croissance, d'accès au marché, d'évolution hyper rapide des environnements, et qu'aujourd'hui, souvent, les petites structures sont mieux à même d'y répondre que les grosses. Donc, c'est pas toujours le même qui apprend de l'autre. C'est ça qui est important dans cette relation qui se noue de plus en plus entre des acteurs de taille importante économique avec des plus petites structures. Mais je crois aussi beaucoup aux relations publiques-privées, c'est-à-dire des instances d'intérêt général, et une fondation peut tout à fait qualifier comme une instance publique, si on veut, puisque notre vocation, elle est d'être d'intérêt général, versus des structures dont une partie de l'activité est orientée quand même vers la recherche du profit, et donc trouver le moyen d'aligner les discours, les définitions, la capacité à coopérer. Parce qu'on sait tous que... dans le dilemme du prisonnier, la coopération, c'est quand même la solution qui va apporter le plus de bénéfices à tous. Néanmoins, c'est la plus coûteuse en temps et en effort. Voilà. Très bien. Si tu veux ça comme conclusion. Après, juste te demander... oui, est-ce que on n'a pas trop parlé de mécénat de compétences, hein, ou... Est-ce que tu penses dans les personnes qui ont pu s'engager dans le mécénat de compétences au titre de la fondation, qu'il y a une typologie particulière de collaborateurs, ou est-ce que... J'espère pas, surtout pas. Pour moi, le mécénat de compétences, c'est vraiment l'organe le plus démocratique, la modalité d'accès que tout un chacun dans une entreprise devrait avoir au partage de leur savoir-faire. Ouais. Parce qu'on ne partage pas seulement son savoir-faire professionnel. C'est ce dont on se rend bien compte par le mécénat de compétences tel qu'on l'a testé à la Fondation. C'est que beaucoup de personnes nous révèlent des talents qu'ils ont dans leur vie ou qu'ils ont connus avant d'entrer dans l'entreprise, des choses qu'ils ont fait par ailleurs ou sur lesquelles ils veulent explorer, notamment pour leur perspective de retraite. Et par conséquent, c'est beaucoup plus riche que simplement ce qu'on trouve sur le CV d'une personne ou a fortiori sur sa fiche de poste. Est-ce que, on revient à une autre question, est-ce que tu as mis en place des outils de mesure de l'impact entre la Fondation et les organisations qu'elle soutient ? Absolument, nous sommes structurés comme le sont la plupart des grosses organisations d'aide au développement, autour de cadres logiques, quand tous les partenariats sont déterminés au départ avec une convention, mais qui pose les objectifs et les résultats attendus de manière explicite sur la durée du partenariat. Les moyens qui sont mis en face, bien sûr, sont corrélés à ces objectifs. Donc on sait où on va dès le départ. Et puis au fil de l'eau, nous avons tout un protocole de suivi où on accompagne les partenaires, on va leur rendre visite déjà sur le terrain. Ça fait partie pour moi des enjeux majeurs de différenciation de la Fondation par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'on connaît personnellement les porteurs de projets, on les rencontre, on visite leur activité. Ensuite, il y a des rapports réguliers tous les semestres qui permettent de remonter et les résultats atteints à date, mais également les éventuelles difficultés, permet d'avoir des réunions de points semestrielles avec les organisations. Et si aujourd'hui on en gère 55 partenariats, ça fait d'autant
plus de relations directes avec des partenaires qu'ils sont éparpillés autour du monde. Mais on maintient ce rythme parce que c'est les moments les plus précieux dans la relation pour pouvoir réorienter le tir, changer la manière de travailler, voire même réorienter les financements dans le cas où c'est nécessaire. Et puis en fin de parcours, quand un partenariat touche à sa fin, il est évident que nous avons rassemblé au fil du temps tous les résultats qui ont été atteints et nous les consolidons dans une base de données qui nous permet aujourd'hui d'extraire un certain nombre de mesures d'impact consolidées qui sont rassemblées dans un rapport publié en juillet 2018. Une autre question, peut-être, ça fait longtemps que tu baignes dedans, mais si tu essaies de te souvenir de la période où tu ne connaissais pas l'entrepreneuriat social et maintenant, voilà, qu'est-ce qui a changé C'est devenu beaucoup plus mainstream, l'entrepreneuriat social, c'est devenu très à la mode. Je félicite ceux qui ont cru en ce concept dans les premières années, hein, ça remonte, c'était la Fondation Schwab, la première. C'était avant Ashoka même. Fondation Schwab, Ashoka, les premiers entrepreneurs sociaux qui ne disaient pas leur nom. Et puis le fait que des organismes comme Ashoka aient pu diffuser le message et promouvoir cette modalité d'entreprendre, la rendre respectable et la rendre surtout attrayante pour les financeurs, parce qu'on aurait beau faire de la promotion, s'il n'y avait personne derrière pour investir sur ces structures-là, dans le fond, ça n'aurait pas beaucoup abouti. La grosse différence aujourd'hui, c'est que nous, on encourage beaucoup l'entrepreneuriat féminin et en particulier, on voit une appétence très forte des jeunes femmes pour de l'entrepreneuriat social, ce qui demande à continuer à encourager ce secteur dans son ensemble, pour qu'il soit inclusif aussi, parce que l'entrepreneuriat social n'est pas plus vertueux que l'entrepreneuriat classique en termes de parité. Et donc, voilà, il faut continuer à maintenir cet engagement-là. Cette dynamique. Et la dernière question, il y a beaucoup de discussions qui se passent autour de l'entreprise à mission. Est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence positive sur la suite des événements? Je suis convaincue que oui, c'est dans la lignée des choses. On est en train d'aller vers, comme je l'expliquais, une porosité entre les secteurs. L'entreprise commerciale classique qui faisait son business sans se préoccuper de ses impacts est morte. Hein. Celle-là ne pourra plus survivre dans la vie de demain. D'abord parce qu'elle aura peu de clients. Et ensuite parce que la dénonciation qui en serait faite de toute façon finirait par l'atteindre. Il y aura toujours des rogue companies comme il y a eu des rogue states, hein, on va pas se voiler la face. Néanmoins, le fait qu'on veuille poser dans la loi, le fait de pouvoir être une entreprise avec une mission sociale, c'est une manière de formaliser des discours. Je ne suis pas sûre que ça changera la face de la Terre. C'est beaucoup de marketing aussi. Donc je me méfierais quand même du social washing ou du greenwashing à son époque. Donc ne pas tout adouber sans discernement et s'assurer que toute entreprise qui souhaite se prévaloir d'un rôle plus large que son rôle économique ou de gestion de personnes, puisque toute entreprise, c'est avant tout les gens qui la composent, déjà être exemplaire en interne et dans ses parties prenantes avant même de chercher à promouvoir une vision sociétale divergente. Et puis je reviens peut-être sur un petit point qui est à mon sens important, et j'ai pas eu suffisamment le temps de me documenter, mais l'entreprise à mission, oui, à condition qu'elle s'aligne quand même sur des politiques publiques et des normes universelles. Parce que sinon, on peut avoir une entreprise à mission qui défende le droit de tuer. Hein. Oui, t'as raison. Hein une mission n'est pas forcément vertueuse ni positive. Je suis sûre que les gens de la NLA, ils sont ravis de dire que c'est des entreprises à mission qui fabriquent des guns. Oui, tu n'as pas tort. N'est-ce pas? Alors, juste des questions un peu plus personnelles. Est-ce que tu peux me faire une synthèse de juste ton niveau d'études et la synthèse de ton parcours professionnel? Toutes tes études. Niveau d'études, j'ai complété mes études à Sciences Po avec un master en santé publique. Donc, j'ai fait Sciences Po Paris, puis un master en santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. J'ai également un certificat humanitaire et un diplôme de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en développement social et économique.
j'ai surtout beaucoup travaillé sur le terrain. C'est ce qui m'a donné, je dirais, l'expérience pratique qui aujourd'hui forge mon jugement et mon analyse. J'ai beaucoup travaillé pour les Nations Unies pendant 8 ans et pour diverses ONG, Médecins sans frontières, Terre des Hommes, entre autres. Et j'ai travaillé sur plusieurs continents. J'ai commencé aux Philippines, puis j'ai passé 1 an en Égypte, puis 2 ans en Équateur, et ensuite presque 7 ans en Afrique de l'Ouest. Donc cette expérience de terrain est celle qui donne beaucoup d'humilité, parce qu'on se rend compte que faire de la coopération au développement, ce n'est jamais que essayer de se mettre dans une situation qu'on ne peut pas connaître ni comprendre, qui est celle de la grande pauvreté, quand on ne l'a pas vécu personnellement, d'essayer d'apporter un éclairage technique, des solutions, voire simplement des capacités d'organisation à des groupes de personnes qui cherchent à améliorer leur propre situation, et qu'il faut, en tant qu'entreprise qui se donne la mission de changer quelque chose dans la vie des femmes, non seulement beaucoup d'humilité sur le réel rayonnement qu'on va pouvoir avoir, mais pourquoi pas utiliser notre force de frappe qui est celle de l'influence pour encourager d'autres parties prenantes à agir dans cette même perspective. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler à partir de 2019, d'agir avec un peu plus de force sur le champ du plaidoyer, spécialisé, non pas grand public, mais spécialisé, ce qui va nous permettre en tant que fondation de faire un effet de levier, au-delà des ressources que nous déployons, de travailler avec d'autres pour des coalitions, pour monter le sujet des femmes et des filles en plus grande visibilité à l'échelle mondiale, tant auprès des instances publiques que privées. Et la dernière question, est-ce que tu es membre d'une association, d'un réseau, d'une organisation solidaire ? Oui, j'en ai organisé, voire créé plusieurs. J'ai été la fondatrice et la présidente pendant 5 ans du comité ONU Femmes France. J'ai changé de rôle tout récemment pour devenir présidente d'honneur. Mais c'est une structure que j'ai créée de toutes pièces et donc qui a maintenant un bon roulement et qui représente l'organisation internationale ONU Femmes ici en France. Je suis au conseil d'administration d'un certain nombre de structures, dont une entreprise sociale qui s'appelle Fleur de Cocagne. Je participe aussi au réseau des fondations françaises, le CFF, en tant qu'administratrice depuis 5 ans, et aujourd'hui j'en suis la vice-présidente. Et que dire d'autre ? Oui, les engagements sociaux et solidaires m'ont suivi toute la vie, beaucoup de bénévolat. Je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir faire la part des choses, parce qu'il y a aussi la famille, qui est un engagement personnel. Et j'espère, dans les années à venir, arriver à reconquérir une part de temps personnel qui est le seul moyen de pouvoir digérer toute cette information-là. Merci. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter ou... Non, merci Marie, parce que tu es aussi une de mes sources d'inspiration, d'intégration, une des personnes qui m'ont portée dans mon activité pendant beaucoup d'années. Et, moi, je peux que te dire merci. Merci Mireille.